remercier toute l'équipe de la pépinière 4.1. Quand on avait commencé à réfléchir au programme l'an passé, ça devait être à peu près à la même époque, on avait essayé de réfléchir à des thématiques qui pouvaient être porteuses. Le succès de la première édition a montré qu'il y avait une vraie demande, et donc c'est véritablement un plaisir que de vous voir aussi nombreux et aussi enthousiastes. Je parle trop fort. Trop près, d'accord. Pour cette seconde édition. Alors, la classe collaborative, c'est le sujet qui m'a été proposé de développer avec vous cet après-midi. Et je suis embêtée à deux titres. Déjà parce que la classe collaborative, pour moi, c'est quelque chose qui est complètement antithétique de ce que je suis en train de faire avec vous. Donc, on va en reparler tout à l'heure, on va en reparler longuement, on a 1h30 pour en discuter. Et puis, et ça c'est un petit clin d'œil à l'organisation, je trouve ça toujours amusant qu'on propose en fin d'une journée sur le Web 4.0, puisqu'il y a un lien avec la pépinière 4.0, la classe collaborative qui est vraiment quelque chose qui relève du 2.0. Donc je reviendrai aussi dessus tout à l'heure. Avant qu'on s'attaque véritablement au sujet, il me semblait important de faire un point sur l'orientation de mes propos, à savoir qui suis-je et quel est finalement le background sur lequel je m'appuie pour développer ce point. Donc je suis enseignant-chercheur, c'est important pour moi puisque j'ai le sentiment qu'aujourd'hui je vais vous parler surtout en tant qu'enseignante et un petit peu en tant que chercheur. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, à Metz, et je suis chercheuse au CREM, donc le Centre de recherche sur les médiations en sciences de l'information et de la communication. Dans ce cadre-là, on est amené à travailler sur les usages du numérique, et plus particulièrement dans l'enseignement, enseignement primaire, secondaire, dans le supérieur, etc. Donc, je ne suis pas en sciences de l'éducation, je ne vais pas aborder toute la partie théorique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les usages qui sont pratiqués dans les classes, dans les établissements. On a eu l'occasion, pendant les derniers travaux de recherche, de donner la parole à des enseignants qui nous disaient finalement les difficultés qu'ils avaient à utiliser le numérique, la manière dont ça changeait leur manière d'enseigner. Et c'est vraiment quelque chose qui nous passionne et sur lequel on travaille. Donc je vous parle en tant que chercheuse sur ce point-là, et puis je vous parle surtout en tant que chargée de mission. Je suis chargée de mission à l'UFR-SHS sur tout ce qui est TIS, tout ce qui est technologie. Et donc à ce titre, j'essaye de mener tout un tas d'actions avec des collègues en géo, en histoire, en théologie, en psychologie, pour voir un petit peu la manière dont on peut intégrer le numérique dans nos enseignements, ce que ça change, est-ce qu'on a envie de le faire ? Est-ce qu'on n'a pas envie de le faire ? Est-ce que c'est facile de le faire ? Et c'est également une mission que je trouve particulièrement intéressante parce qu'on est à une période clé de tout un tas de modifications dont je vais parler. Voilà, donc je vais finalement faire une présentation qui va être assez illustrée. L'idée, c'est dans une démarche collaborative de vous amener à vous questionner, vous, sur ce que vous auriez envie de faire avec le numérique, sur ce qu'il est possible de faire et sur les impacts que ça peut avoir dans la mission d'enseignement. Pas l'an dernier, puisque la première édition avait eu lieu en janvier, c'était sous forme d'atelier que j'avais abordé cette thématique. Et donc c'était parfait, puisque je suis arrivée sans rien, les mains vides, en disant la classe collaborative, on va la faire ensemble. Et donc pendant le temps de l'atelier, ça devait être 30 minutes, c'est les gens qui ont construit le contenu sur la classe collaborative. On a eu 2 ateliers et vous pouvez voir derrière moi ce qui a été construit par chacun des 2 groupes. Le premier groupe a construit une carte, donc je reviendrai tout à l'heure sur les outils qui permettent de construire des choses. Le premier groupe a construit cette carte-là. Donc j'étais au tableau et je les ai guidés un petit peu, mais ils ont finalement réussi à aborder toutes les thématiques que je souhaitais qu'ils abordent. Il y a des thématiques auxquelles je ne m'attendais pas qui ont émergé. On a synthétisé tout ça, et finalement, chacun est reparti au bout de 40 minutes avec une définition. Alors, je ne sais plus où elle doit se trouver quelque part par là, avec des outils, ici, avec des problématiques, la problématique de la temporalité, de l'évaluation, les questions que ça pouvait poser en termes d'interaction sociale, le rôle des participants, le type de production qu'on pouvait faire en classe collaborative, etc. Ensuite, un deuxième groupe est venu travailler et a présenté finalement une autre carte
On va retrouver des choses qui sont communes, puisqu'effectivement, j'avais envie qu'on aborde certaines choses. Mais on va avoir, par exemple, l'esprit du travail, ou bien... Est-ce qu'on a autre chose? Eux avaient davantage besoin d'exemples, donc je les avais ajoutés sur cette carte-là, puis c'est des cartes que j'ai retravaillées éventuellement un tout petit peu à la fin. Tout ça pour dire que ce qu'on avait fait lors de cet atelier, de faire émerger de l'ensemble de la salle des connaissances, on pourrait le refaire aujourd'hui. Mais j'ai 2 problèmes. Vous êtes un peu trop nombreux, donc ça risque d'être compliqué. Et surtout, l'institution me place dans une posture où je ne peux pas du tout vous faire collaborer. Pourquoi ? Symboliquement, dans cette salle, on est à l'antithèse de ce qui peut être du collaboratif. Par ma posture, tout le monde me regarde, vous ne pouvez pas vous regarder les uns les autres, ou alors vous allez avoir des problèmes de nuque au bout d'un moment, et puis moi je vais voir que vous n'écoutez pas, et on s'attend à ce que vous m'écoutiez. Donc vous êtes tous en train de regarder une seule personne. Cette personne, elle est posée comme la seule détentrice d'un savoir, et puis vous êtes enfermés dans la salle et vous êtes obligés de m'écouter pendant 1h30. Je pourrais me déplacer, mais ce n'est pas commode, l'ordinateur est là. Rien n'est fait dans cette salle pour qu'on puisse collaborer. Donc je reparlerai tout à l'heure de l'importance des lieux, parce qu'ils conditionnent aussi notre manière d'aborder les enseignements, que ce soit de manière symbolique ou tout simplement pratique. Là, si quelqu'un veut intervenir, je suis obligée de demander à mes 2 charmantes assistantes de prendre un micro, de courir à l'autre bout de la salle. Vous, en plus, c'est parfois intimidant de lever la main, c'est pas très commode. Donc il y a toutes ces choses-là qui vont empêcher qu'on puisse réellement travailler ensemble. Et c'est fort dommage. Parce que face à moi, j'ai des gens qui ont des compétences dans certains domaines qui sont bien supérieures aux miennes. Je vois des visages connus dans l'assistance. Il y a des grands pédagogues qui sont sans doute beaucoup plus forts pour tout ce qui est théorie de l'enseignement. J'ai vu tout à l'heure, je l'ai vu à déjeuner, je ne sais pas s'il est là, mais il y a des responsables de choses informatiques qui connaissent bien mieux les outils que moi. Et puis j'ai aussi face à moi, je crois que vous êtes un certain nombre dans la salle, des pédagogues, c'est-à-dire des gens qui au quotidien expérimentent des choses, qui ont l'habitude d'un certain type de relation avec des élèves. Et finalement, c'est très dommage qu'on soit dans cette configuration, parce que tous ensemble, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de beaucoup plus riche que ce que je peux vous proposer moi aujourd'hui. Donc ça, c'est sur la posture. Donc le premier point, c'est qu'il aurait été intéressant de faire de manière collaborative ce que finalement je vais être amenée à faire seule. Même si je vous laisserai un grand temps de parole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a potentiellement dans cette salle ce qu'on va appeler de l'intelligence collective. Donc l'intelligence collective, je vous ai mis une définition et ce ne sera pas la seule, il y en a 2. Une première définition de ce qu'est l'intelligence collective, c'est une définition que j'ai empruntée à Pierre Lévy, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Intelligence collective pour une anthropologie du cyberspace ». Donc ça anticipe déjà du lien entre collaboration et numérique, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Et il définit l'intelligence collective comme suit. C'est une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences. Cette intelligence collective, c'est celle qui est présente dans cette salle. C'est-à-dire que tous ensemble, on est plus intelligent qu'une seule personne, et que si on se donne les conditions pour mettre ça en valeur, si on valorise, si on coordonne, on va arriver à un résultat. C'est quelque chose qui existe déjà dans la nature. En ce moment, quand vous levez les yeux vers le ciel, vous voyez des oiseaux qui font ça très bien, et c'est magnifique à voir, parce qu'effectivement, il n'y en a pas un qui est dedans qui dit « c'est moi le chef !» Vous me suivez, on va par là. Il y a quelque chose de très organique dans la manière dont ils vont se déplacer ensemble, tout un ensemble de connaissances qui vont être mobilisées. Si vous n'avez pas envie de lever les yeux au ciel, vous pouvez regarder par terre. Et là, vous allez voir des fourmis qui fonctionnent exactement comme ça. C'est-à-dire que tout ensemble, elles travaillent à construire quelque chose en intelligence, dans une intelligence collective. Donc c'est quelque chose qui existe dans la nature, et c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ensemble en tant qu'être humain si on arrive à proposer des dispositifs pour profiter justement de cette intelligence qui est partout, qui est distribuée. Dans cette salle, je vous ai dit, je suis frustrée parce que je ne peux pas profiter de vos connaissances. En fait, ce n'est pas réellement vrai.
Parce que face à moi, j'ai des gens, mais j'ai surtout des gens connectés. Je vois sur les 3 premières rangées au moins 5 ou 6 ordinateurs. Alors c'est plutôt ceux du fond, je vois moins, mais il y en a certains qui sont sans doute en train de pianoter sur ces choses-là. Alors je peux les subir. Je veux dire, bon, voilà, il y en a la moitié qui n'écoutent pas. En plus, c'est l'heure ingrate de la digestion. Donc forcément, c'est plus tentant de relever ses mails ou des choses comme ça. Ou bien je peux les utiliser. Dire ça va faire partie de cette conférence. Donc pour ça, je vais considérer l'outil comme une prolongation, une amplification de la classe collaborative. C'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler ensemble. Je n'ai pas forcément besoin des outils. Et je vais vous raconter pourquoi je n'avais pas besoin des outils lors des ateliers la dernière fois. Mais on a des outils qui vont nous permettre d'interagir les uns avec les autres. Au moment des ateliers, dans la première édition, j'avais prévu de faire des cartes heuristiques. Carte mentale, ça porte tout un tas de noms plus ou moins savants. Donc l'idée, c'est de représenter des idées et de les lier. Ce sont les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Et quand je suis arrivée dans la salle, au moment des ateliers, on n'avait pas Internet. Donc tout ce que j'avais bien préparé n'a pas pu marcher. On n'a pas pu utiliser le logiciel qui permettait de faire des cartes mentales pour travailler. Vous prenez une craie, vous prenez un tableau, et on a fait la carte mentale au tableau. Donc tout ça pour vous dire que l'outil n'est pas un but en soi, c'est quelque chose qui va nous aider. Et c'est bien là la définition d'un outil. Donc je vous ai mis quelques outils à disposition. Si certains veulent expérimenter, je vous ai mis un calepin. Alors le calepin, c'est un outil que j'aime beaucoup, qui permet de prendre des notes de manière collaborative. Voilà. Donc pour l'instant, je suis seule sur ce calepin. Je vais mettre mon nom. Et tous ceux qui veulent prendre des notes pendant la conférence, plutôt que de le faire chacun avec Word, avec un bloc-notes ou n'importe quoi, vous pouvez le faire de manière collaborative. Alors pour ça, il vous faut une adresse qui est celle-ci. Alors je suis désolée, elle est un petit peu longue. Je ne sais pas si vous arrivez à la lire. C'est https://mensuel, puisque c'est un bloc-notes mensuel qui s'effacera dans un mois, .framapad.org/p/classe collaborative. Donc il y a possibilité d'être plusieurs sur ce calepin. Donc si vous voulez y aller, il suffit de taper l'adresse, c'est ouvert. Vous arrivez, vous avez envie d'être anonyme, vous restez anonyme. Vous voulez mettre un autre nom, vous mettez un autre nom. Je suis par exemple Hérisson Volant. Voilà, comme ça personne ne sait qui je suis. Et on peut tous écrire en même temps. Alors c'est quelque chose qui sert à plein d'activités pédagogiques. Ça sert d'un point de vue pratique, quand on est à plusieurs, par exemple, à faire une réunion. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu les comptes rendus de réunion, il y en a un qui prend des notes. Le problème, c'est qu'il n'a pas forcément compris ou suivi le deuxième point. Donc, il envoie un mail à quelqu'un qui lui renvoie. Il y en a un troisième qui voit qu'il y a des fautes d'orthographe. Donc, plutôt que de faire cet échange de mails, on peut très bien faire une réunion où on fait un compte rendu collaboratif. Donc, les gens marquent au fur et à mesure les différentes choses. Donc, merci aux 2 anonymes qui viennent d'arriver. Bonjour Frédéric. Alors, j'ai dit bonjour Frédéric parce que je suis là. Donc, je peux dire bonjour Frédéric. Mais si Frédéric est dans une autre pièce, bonjour Bichon Frisé, je peux très bien utiliser un deuxième espace dans mon calepin. C'est-à-dire que là, je vais avoir la prise de notes. Et puis, je vais avoir aussi la possibilité de discuter. Donc, là, dans l'espace de chat, je vais interagir socialement avec les gens avec lesquels je suis en train de travailler. On va dire bonjour à Bichon. Bonjour Bichon. Peux-tu remplir le calepin pour montrer à tous comment l'écriture... Ah, il a compris. Bichon est intelligent. Alors, Bichon, par contre, n'a pas compris quelque chose. C'est que j'avais 2 espaces. Un espace de travail, un espace de discussion. Ah, ça y est, Bichon vient de s'en apercevoir. Par contre, vous avez vu ce qui se passe quand des gens écrivent. Donc, Frédéric ou Nsaz, vous pouvez également écrire. Vous allez vous apercevoir, alors vous pouvez mettre n'importe quoi, hein. Voilà, comme ça.
On a des choses de mise en forme, hein. C'est exactement comme un traitement de texte classique. En fait, on va avoir chacun notre couleur. Donc ça permet de savoir qui fait quoi, à quel moment. Donc là, si d'autres personnes écrivent, vous pouvez marquer des mots, on les effacera, hein, il n'y a pas du tout de caractère définitif. Voilà. Donc là, c'est Frédéric qui vient de marquer DSDS. Moi, je corrige parce que je m'aperçois qu'il a fait une faute d'orthographe, il devait vouloir dire désolé, etc., etc. Donc, je vous laisse le jeu à disposition. Si vous voulez prendre des notes pendant la conférence, vous pouvez. En tout cas, c'est un des premiers outils qu'on peut utiliser pour travailler de manière collaborative. L'intérêt de cet outil, c'est que c'est un outil, je reviendrai dessus tout à l'heure, c'est un outil qui est asynchrone. Donc, on va distinguer, quand on parle d'outils numériques, le synchrone, où il faut qu'on soit tous connectés en même temps pour que ça marche. Typiquement, le chat. En chat, si je suis seule, si je n'ai pas Bichon Frisé, Christine, Frédéric, Nathalie, on ne va pas pouvoir discuter beaucoup, ou alors je vais discuter avec moi-même, hein, ce qui ne sera pas très intéressant. Donc ça, c'est du synchrone. Il faut qu'on soit tous connectés au même moment. Dans les outils asynchrones, ici, finalement, on va pouvoir intervenir à des moments différents. Donc on peut très bien commencer la prise de notes, ici. Donc, introduction. Donc, il va y avoir un premier point, etc., etc. Revenir dessus par la suite. Si jamais vous jouez le jeu tout à l'heure, à la fin de la conférence, je corrigerai. Éventuellement, je l'enverrai à d'autres. On a possibilité de consulter un historique, ce qui peut être intéressant aussi. C'est-à-dire que là, j'ai une ligne temporelle. Alors là, vous pouvez vous apercevoir aussi à quelle heure travaillent les gens. Donc, j'ai fait ça hier soir, je crois. Voilà. Je ne sais pas à quelle heure il était. Voilà, je l'ai fait hier, il ne s'est rien passé. Ça, j'ai dû le faire ce matin. Voilà. Et on voit tout ce qui s'est passé. Donc ça, d'un point de vue recherche, c'est plus particulièrement intéressant de voir la pensée en action. Ça, c'est encore un autre point. Donc ça, je voulais vous dire, vous pouvez l'utiliser. Alors, la prise de notes collaborative, je sens que vous allez être timide. Mais si vous avez envie, c'est tout à fait possible. Et puis, vous pouvez ici poser des questions. Je les regarderai tout à l'heure ou en cours de route. De temps en temps, j'irai voir si des gens posaient des questions dans cet espace-là. Je vous ai préparé un deuxième espace de collaboration qui est un Padlet. Pour ceux qui les connaissent déjà, c'est un outil formidable pour travailler à plusieurs. Donc le Padlet, vous allez le trouver... Pardon, j'ai des problèmes avec la souris. Je n'arrive pas à cliquer dessus, donc je vais y aller directement. Alors le Padlet, c'est... Je crois que je l'avais préparé, sinon je vais aller le rechercher. Alors, pour aller chercher le Padlet, je vais utiliser la troisième chose que je voulais vous montrer, un réseau social, en l'occurrence Twitter. Ce matin, je vous ai tweeté quelque chose, vous ne le savez pas forcément. Voilà. En route pour Pépinière 41, à l'ESP de Lorraine, pour s'interroger sur la classe collaborative. Et puis, normalement, j'avais mis, si je le retrouve, sur le problème quand il y a trop d'outils, il y a des choses un petit peu partout. Je vous avais mis un lien avec le Padlet. Donc là, il suffit de cliquer dessus et j'arrive sur cet espace-là. Cet espace-là, c'est comme un tableau. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre des choses dessus, des choses numériques. Donc là, j'ai mis une première note, ensemble construisant le mur de cette conférence. Pour les participants, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure avec mon téléphone, mais comme on a commencé avec 15 minutes d'avance, je n'ai pas eu le temps de le faire, on va essayer de le faire en vrai. On va pouvoir mettre une photo de vous, qu'on va mettre tout de suite. Alors, je vais juste aller chercher le bon logiciel. C'est très dangereux ce que je fais, il ne faut jamais faire de démonstration en direct normalement. Ça ne marche jamais, donc on verra si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc ça, c'est moi. Ça, c'est vous. Je ne garantis pas le cadrage. Ne bougez plus. Donc là, j'ai une photo de vous que je vais pouvoir mettre directement sur le Padlet. Alors, je ne sais pas s'il marche comme ça, on va essayer. Elle est là. Donc, je viens de mettre une photo. Ici. Voilà. Donc ça, c'est vous.
Tout à l'heure, je vais vous montrer des vidéos, des ressources, etc. On peut tout à fait les ajouter là. C'est facile, hein. Il suffit de cliquer ici. Il m'ouvre un petit post-it ou un élément. Je vais mettre par exemple vidéo. Vous voyez, je vous avais dit que ça ne marche jamais quand on essaye. Alors, je vais ici pouvoir mettre un lien. Je pourrais enregistrer quelque chose, je peux mettre une photo, un texte, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi en collaboratif. Si pendant la conférence, vous avez envie de poser une question, d'ajouter une expérience, de participer, vous le faites aussi facilement. Donc ça, il suffit simplement d'avoir cette adresse-là et de la poster. Et donc, le dernier point que je voulais vous montrer pour le collaboratif, c'était ici la possibilité d'utiliser un réseau social pour travailler ensemble. Donc, je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure sur le réseau social. Je vais pouvoir l'utiliser pour qu'on puisse continuer le débat par la suite. Là, on se voit, on est ensemble pendant 1h30. Mais si par la suite, on a envie de travailler sur la classe collaborative, on va pouvoir, à chaque fois qu'on a envie d'interagir, utiliser donc, ce qu'on appelle un hashtag que j'ai créé là, qui s'appelle classe collab. Et si jamais vous avez un compte Twitter, à chaque fois que vous allez avoir envie de parler de la classe collaborative, il suffira d'indiquer dans le message classe collab pour que tous les gens qui s'y intéressent puissent le voir. Donc on va le faire en direct, on va tweeter ensemble. Donc on va ici faire un nouveau message. Pardon. Du coup, je ne sais plus tweeter, forcément. Ça, c'est la photo. Alors, on va repartir sur ici, merci. C'est pas mon environnement habituel. Donc, c'est parti pour la conférence donc pépinière. Il n'y a pas d'accent. On parle de classe collab. Je vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Je tweet. Donc maintenant, il y a le hashtag classe collab. Et si vous faites la même chose, si vous utilisez ce hashtag, en cliquant dessus, on va avoir tous les gens qui ont parlé de classe collaborative. Donc c'est un autre moyen pour éventuellement échanger. Donc voilà 3 moyens que je vous propose pour essayer de simuler un travail collaboratif. Alors néanmoins, on peut garder quand même l'idée de collaboration traditionnelle. Même si c'est intitulé conférence, n'hésitez pas à intervenir. On a 2 micros qui peuvent circuler dans la salle. On a normalement suffisamment de temps pour avoir des interactions au fil de l'exposé. Donc si vous avez besoin d'intervenir, vous levez la main, on envoie un micro et c'est un autre moyen pour qu'on puisse communiquer ensemble. Voilà, c'est aussi des endroits où vous allez pouvoir aller a posteriori, puisque pour l'instant je vous les ai laissés en espace vide, mais je vais les meubler. Et plutôt que de vous donner mon diaporama il est fixe. Ça se trouve, je ne vais pas avoir le temps de tout développer, c'est sûr. Si ça se trouve, j'avais envie de vous montrer d'autres ressources. Ce diaporama, il n'est pas adapté à l'instantanéité. Alors que ces objets-là vont être davantage en adéquation avec ce qui se sera vraiment passé pendant la conférence. Si brusquement j'ai envie de vous parler de quelque chose, on pourra le retrouver dans les notes, on pourra le mettre sur le Padlet. Le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, c'était l'idée qu'on allait traiter de quelque chose qui était du Web 2.0 dans une journée qui était intitulée 4.0. Donc je voulais quand même faire un rappel sur ce qu'étaient ces dénominations 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Qui sait ce qu'est le Web 1.0 ? Alors vous avez le droit de lever la main droite ou la main gauche, c'est un début de collaboration. Alors qui sait ce qu'est le Web 1.0 ? Le Web 2.0 ? Le Web 3.0 ? Le Web 4.0 ? Est-ce qu'il y a une personne qui sait ce qu'est le Web 3.0 ? Il y a des timides dans la salle parce que je sais qu'il y a des gens qui sont présents et qui ne lèvent pas la main. On n'est pas forcément d'accord sur les définitions. Ces appellations ne correspondent pas
à des choses techniques, mais à des usages, c'est-à-dire des choses qu'on peut faire. Et les définitions ne vont pas être les mêmes suivant les personnes. Donc moi, je vais vous donner mes définitions, mais vous pourrez en trouver d'autres, en particulier pour le Web 3.0, 4.0. Le Web 1.0, il porte des noms différents, on l'appelle parfois le Web vitrine. On a des sites Internet, des sites web, pardon, qui sont fabriqués par des spécialistes qu'on appelle des webbasters. Donc le Web 1.0, c'est des spécialistes s'adressent à des internautes. Et les internautes reçoivent de l'information. Actuellement, on est dans une conférence 1.0. Je suis censée être la spécialiste et je vous délivre une information que vous recevez. Donc c'est ce qu'on appelait le Web 1.0. Peu à peu est apparu, et je ne fais pas toute l'histoire, ça serait un petit peu long, est apparu ce qu'on appelait le Web 2.0. Le Web 2.0, vous voyez la différence est apparemment minime. J'ai toujours des internautes qui peuvent consulter des pages, mais la différence c'est que ces internautes, ils peuvent fabriquer leurs pages, fabriquer des contenus, fabriquer des commentaires. Ça apparaît avec les blogs, on va pouvoir commenter sur un blog, et puis on va voir apparaître des réseaux sociaux, ce qui va ajouter une dimension sociale. Donc on parle du Web 2.0 comme d'un web collaboratif et social, puisque les internautes vont collaborer à ce web, je vais vous montrer tout à l'heure des exemples, et être en réseau les uns les autres. Et le travail collaboratif, on va le voir tout à l'heure, s'inscrit dans ce Web 2.0. Après, c'est pour vous, parce que je ne le traiterai pas par ailleurs, mais que ça m'amuse toujours de voir le 4.0 derrière Pépinière, parce qu'on peut y mettre plein de choses. Derrière, on a le Web 3.0, qui n'est plus un web pour les humains. C'est-à-dire que le Web 1.0, c'était des spécialistes s'adressent à tous. Le Web 2.0, c'était tout le monde s'adresse à tout le monde. J'ai aimé un film. Je fais une super recette de poulet basquez. Attention, il y a des travaux où il y a un radar sur telle route. Le Web 3.0, c'est le web des machines. C'est-à-dire que ce sont des données que les machines vont être capables de traiter. C'est ce qu'on appelle aussi le web sémantique. On va avoir dans les pages des informations qui vont pouvoir être utilisées par des algorithmes, par d'autres sites. Donc par exemple, vous pouvez avoir un site complètement vide qui va chercher des données ailleurs, et donc on a des sites qui fabriquent des sites. Et donc on se passe de l'humain, on peut aller chercher de l'information. Et le Web 4.0, c'est nous, aujourd'hui. Alors c'est pas du tout nous, en fait. Le Web 4.0, c'est plus les machines parlent aux machines, c'est on ne sait pas bien où on est et ce qui se passe. Il n'y a plus d'ordinateurs. Il n'y a plus forcément des gens qui font des contenus. Les machines sont partout. C'est-à-dire que je peux avoir ici mon téléphone qui est en train de communiquer avec ce qui se passe chez moi. Donc, par exemple, de la domotique. Ça peut être ma montre. Je ne sais pas si quelqu'un a une montre connectée qui compte le nombre de pas ou des choses comme ça. Ça peut être ma montre ou bien mon t-shirt qui va envoyer des données, peut-être à mon médecin ou peut-être à un logiciel de suivi médical qui va éventuellement déclencher des choses. Donc, c'est cette idée que l'information numérique, sort des espaces qu'on connaissait, sort d'un ordinateur, sort d'un téléphone, et va être tout autour de nous. On ne va plus télécharger de logiciels, mais on va travailler directement sur des machines, et les machines vont pouvoir discuter les unes avec les autres, discuter entre guillemets. Donc voilà pour la petite parenthèse. Nous, on est dans le Web 2.0, c'est le web collaboratif, et le symbole du web collaboratif, c'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est Wikipédia. Wikipédia, c'est un symbole parce qu'il permet de montrer que le travail collaboratif n'est pas une utopie. Au début de l'entreprise Wikipédia, quand on a dit, voilà, on va créer une encyclopédie, tout le monde peut écrire. Est-ce que c'est vrai que tout le monde peut écrire dans Wikipédia? Oui? Qui pense qu'on peut écrire n'importe quoi dans Wikipédia? Qui pense qu'il y a des modérateurs? Qui ne pense pas? Et les autres dorment. Ben, on va essayer. Alors, j'ai pris Mirabel. Alors, je vous montre juste la puissance de Wikipédia. Quand je tape Mirabel dans Google, premier résultat, Wikipédia. Alors, ce que vous voyez là, c'est du web sémantique, c'est du web 3.0.
C'est-à-dire que l'ordinateur, enfin pas l'ordinateur, le moteur de recherche a compris que ce qui m'intéressait, c'était bien ces petits fruits-là. Et pas, il y a des programmes Mirabel à l'Université de Lorraine, il a compris que c'était pas du tout ça qui m'intéressait, il me connaît, c'est que je suis gourmande, c'est pas du tout le programme Mirabel qui m'intéresse, c'est le fruit. Si je vais sur l'article Mirabel, alors il va me demander plein de choses, l'appel à dons, en fait ils ont plein d'argent, on peut quand même les aider, peut-être plus tard. Ah, j'ai fait une bêtise, on va fermer, voilà. Je vais modifier. J'ai pas de compte. Hein. Là, vous voyez, je crée un compte, donc je suis pas dedans. Donc on me dit, attention, tu vas modifier. Je vais aller modifier. On va aller modifier quoi? On va aller modifier... J'avais vu quelque chose à modifier, je l'ai perdu. Alors, on va les modifier ici. Voilà. Donc j'arrive, je vais dans Wikipédia. Et je vais modifier quelque chose. Alors là, je pourrais enregistrer, ça marcherait très bien. Donc oui, tout le monde peut modifier Wikipédia. Par contre, pas tous les articles. Il y a certains articles où il y a effectivement une modération. Essayez de modifier la biographie d'Adolf Hitler. Normalement, vous aurez quelques difficultés. Néanmoins, pour tout le reste, c'est ouvert. Donc je ne vais pas le faire. Pour ne pas donner du travail à des gens qui vont corriger. Je vais fermer la page parce que je suis très maladroite et que sinon je vais le valider sans m'en apercevoir. Voilà. Mais je peux très bien modifier cette encyclopédie. Donc on a vraiment un outil ouvert à tous, et pourtant qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que quand vous cherchez quelque chose sur un sujet, la plupart du temps, Wikipédia va vous permettre d'accéder assez rapidement à une définition vulgarisée et à un ensemble d'éléments que vous allez pouvoir utiliser. Je ne vais pas revenir sur le fonctionnement de Wikipédia, parce que je voudrais avancer un petit peu. Vous pouvez voir dans l'historique qui a modifié quoi, à quel moment. Vous pouvez également lire les discussions des gens qui sont en train d'écrire les articles. C'est vraiment un espace de collaboration. Et c'est vraiment un exemple de collaboration qui montre qu'il est possible de faire confiance à l'intelligence collective. Alors vous avez certains chercheurs qui disent non, c'est pas possible, l'intelligence collective n'existe pas, l'homme est menteur, l'homme est vénal, il n'est pas possible de travailler ensemble. À toutes ces oppositions-là, on peut dire Wikipédia marche, donc il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Je vous ai montré Wikipédia comme emblème de la culture collaborative. On peut plus largement rattacher le web collaboratif à d'autres choses, les forums, les réseaux sociaux, les blogs et toutes les plateformes de partage. C'est-à-dire, dès que je mets quelque chose à disposition de la communauté gratuitement sur Internet, je participe à la collaboration. Quand vous mettez un avis sur un restaurant, sur un endroit à visiter, sur un hôtel, vous participez à cette collaboration. Donc, je vous ai mis ici, donc c'est TripAdvisor pour Nancy. J'arrive à Nancy, je veux savoir ce que je peux faire. Il va me proposer différentes choses. Donc on va voir les activités. Vous trouvez l'eau de vie de Mirabel. Vous voyez que je ne suis pas la seule avec les Mirabel. Par contre, il ne m'a pas donné ce que je voulais. J'ai dû cliquer sur forum et je voulais activités. Donc si je vais aller sur les activités, voilà les choses à faire à Nancy. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas, voilà le classement des internautes. Il faut aller voir la place Stanislas, il faut aller voir le musée de l'école de Nancy, le parc de la Pépinière, etc. Et puis, ce n'est pas seulement une recommandation simple, c'est une recommandation qui est documentée. Pourquoi aller voir la place Stanislas? Eh bien, on va me dire que c'est une des plus belles places d'Europe. Il y en a 32 qui ont trouvé ça moyen, mais personne n'a détesté. Donc ça peut être un bon indicateur. Ah pardon, il y a 2 horribles, je ne les avais pas vus. Il y a 6 médiocres. Alors on pourrait aller chercher pourquoi. Hein. Peut-être ils vont vous dire qu'il faisait froid ce jour-là. Ou... Ce ne sont pas des experts. C'est des médecins. Il y en a 2 qui sont venus à Nancy en même temps. Hein. Sans moins de 2. Pardon? Ah peut-être, oui. Donc, c'est une page qui n'est pas faite par des experts, sont normalement pas faits par des experts. Il y en a qui vont se cacher. Alors après, il y a tout un trafic. Hein, je vais pas revenir sur ces points-là, mais on peut bien sûr venir orienter les choses pour son hôtel, pour son restaurant, etc.
Un autre point que je voulais aborder aussi dans la culture collaborative, c'est que les internautes vont pouvoir publier de l'information, des critiques de films, des recettes de cuisine, des bons plans, des ressources pour travailler, etc. Mais vont pouvoir converser. Donc, on entend beaucoup parler en ce moment de Céline Alvarez. Vous avez un article qui est apparu dans The Conversation, qui est un média fait par les universitaires, qui est soutenu par l'Université de Lorraine. Vous avez actuellement un article qui s'appelle « J'ai lu Céline Alvarez », donc avec quelqu'un qui regarde l'ouvrage avec un sens critique, qui fait un article. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement l'article. Ça, on est dans le web 1.0, un expert publie quelque chose. Mais dans une perspective 2.0, j'ai également des commentaires. Donc on a Lionel Garot, qui est maître de conférence en stratégie organisation, qui trouve ça intéressant. Et au contraire, Thierry Jeanneret, qui va trouver que l'article est un signe de paresse et d'arrogance, au pire d'incompétence. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la discussion va pouvoir être possible et qu'on va pouvoir échanger. Et donc finalement, la collaboration, elle se fait aussi là, à partir du moment où un journaliste publie quelque chose et où les lecteurs vont pouvoir échanger les uns avec les autres. Ce contexte de la collaboration, il est général. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le pédagogique. Donc on pourrait se demander quelle est l'utilité de convoquer ces choses collaboratives dans un milieu pédagogique. Le contexte, pour moi, est le suivant. Alors, je suis universitaire, donc j'ai l'habitude d'être dans ce genre d'endroit. Donc ça, c'est un amphithéâtre. C'est un amphithéâtre 1.0. Vous voyez, il y a un monsieur... Alors, j'ai pas de souris, en fait, c'est pour ça que je suis perçue. Et il y a un pointeur ici que j'ai pas testé. Non, il marche pas. Donc, alors, quand on n'a pas d'outil numérique qui marche, on prend l'outil traditionnel. Vous avez ici un enseignant, détenteur de savoir, des étudiants qui écoutent. Donc ça, c'est l'amphi 1.0. Je n'enseigne plus dans des endroits comme ça. J'enseigne dans des endroits comme ça. Il n'y a pas grand-chose qu'à changer a priori. J'ai un enseignant qui enseigne, des étudiants qui enseignent. Sauf que... Oui ? Non ? Ils ont tous des ordinateurs et des téléphones portables. Donc, cachés, j'ai dans la salle potentiellement plein d'autres enseignants qui sont bien plus forts que moi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils vont avoir accès à des ressources qui vont leur donner des données bien supérieures à ce que je peux moi délivrer en 1 heure. Donc tous les étudiants peuvent à tout moment aller vérifier l'information, éventuellement me contredire, me demander des choses, voire faire autre chose. En tout cas, le contexte est différent. Il est différent parce qu'il y a des machines, mais il est aussi différent parce que les personnes qui utilisent ces machines sont dans un environnement où elles ont pris l'habitude, finalement, de donner leur avis. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur cette culture du 2.0 fait qu'on a une valorisation de l'individu qui n'est plus forcément prêt à accepter que les choses soient telles quelles, mais qui peut avoir envie de dire son ressentiment, son approbation, de compléter, etc. Le public est en train de changer parce qu'il a des outils, mais aussi parce qu'il a grandi dans une culture où le numérique a modifié un certain nombre de choses. En particulier, ce sont des élèves, des enfants, des étudiants, suivant l'âge de votre public, qui vont être amenés à développer quelque chose de barbare qu'on appelle la translittératie. La translittératie, c'est la culture qui permet à des personnes de croiser une culture numérique, médiatique des images, c'est-à-dire une habilité à interagir avec différents types d'informations, avec différents types de dispositifs, de passer du téléphone à la tablette à l'ordinateur, d'utiliser les réseaux sociaux, etc., etc. Ce contexte, il existe, et c'est à nous, en tant que pédagogues, de former aussi les enfants, les étudiants, à l'appréhender, c'est-à-dire être capable de se positionner, d'interagir dans cet environnement. Donc c'est pour ces raisons-là que ça m'intéressait de questionner avec vous la classe collaborative. Alors, classe collaborative, ça se rapproche de quelque chose de plus général, qui est... Alors, si vous mettez classe collaborative, ça n'existe pas sur Wikipédia. En anglais, vous allez trouver 2 choses, j'y reviendrai tout à l'heure, soit le cooperative learning, c'est-à-dire l'apprentissage collaboratif ou coopératif, ou l'enseignement.
La classe collaborative, c'était une thématique assez générale qui me permettait avec vous de traiter différents points. Comment peut-on définir la classe collaborative ? J'ai repris ici la définition de Wikipédia. Bien sûr, j'allais utiliser Wikipédia puisque je travaille sur du collaboratif. La notion de travail collaboratif. Donc, si je la reprends avec vous, la notion de travail collaboratif désigne un travail qui n'est plus fondé sur l'organisation hiérarchisée traditionnelle et désigne plus spécifiquement un nouveau mode de travail, éventuellement intégré dans un modèle économique de production où collaborent de nombreuses personnes grâce aux technologies de l'information et de la communication, notamment les plateformes Internet. Donc ça, c'est la définition du travail collaboratif. Il n'y a plus de patron, chacun fait avec de nouvelles méthodes. J'ai essayé de transformer cette définition, j'ai juste changé quelques mots. Ça donne ceci, c'est ce que moi je veux vous proposer comme définition. La notion de classe collaborative, donc j'ai remplacé travail collaboratif, désigne une classe qui n'est plus fondée sur l'organisation hiérarchisée traditionnelle. Un enseignant, des apprenants. Et elle désigne plus spécifiquement un nouveau mode de travail où collaborent les différents participants, entre autres grâce aux technologies de l'information et de la communication, notamment les plateformes Internet. J'ai ajouté entre autres, puisqu'on peut très bien faire de la collaboration sans numérique. On peut aussi faire du numérique sans collaboration. Mais ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est de dire qu'on peut très bien collaborer en laissant à l'entrée les ordinateurs et les téléphones. Il suffit qu'on se mette ensemble à discuter. On peut utiliser des outils comme des post-it et faire exactement la même chose. Tout à l'heure, mon mur, mon Padlet, où j'ai mis votre photo, je vous dis, c'est comme un mur de post-it. On peut très bien le faire avec des post-it. On n'a pas du tout besoin de l'outil numérique. Donc, bien dissocier les deux, on peut faire du collaboratif, on peut utiliser des outils numériques, et on peut faire du collaboratif en utilisant des outils numériques. Pour la classe collaborative, je ne vais pas aller plus loin dans la définition. Traditionnellement, on a besoin de préciser la différence entre collaboratif et coopératif. Wikipédia est collaboratif, puisque vient qui veut, la personne fait ce qu'elle veut et repart sans rien en attendre. Dans une approche coopérative, on considère que chacun est responsable de sa tâche. Donc si vous êtes dans une classe coopérative, vous allez dire, voilà, on va faire par exemple un journal de classe. Donc Eva, tu vas chercher des photos, Anthony, tu fais les textes, et puis Stéphane, tu vas faire la maquette. Ce n'est pas du collaboratif. On est dans une structure traditionnelle où chacun a son rôle. À la fin, on sait très bien qui a fait quoi. Donc ça, c'est du coopératif. Le collaboratif, ça serait de dire, Eva, j'ai oublié le deuxième prénom, ça devait être Stéphane et je ne sais plus. Vous avez un journal à faire. Faites-le si vous avez envie. Peut-être qu'Eva, elle ne va rien avoir envie de faire du tout au début. Donc c'est les deux premiers qui vont faire, par petites touches, comme un article Wikipédia. Il y en a un qui va mettre un titre, un qui va aller chercher les photos. Puis Eva, à un moment, elle va dire, il y a une faute d'orthographe. Peut-être qu'elle aura fait que la correction de faute d'orthographe. Là, on est dans une classe collaborative. Dans les faits, cette classe-là, elle est assez compliquée à mettre en place dans nos structures. C'est-à-dire que si je dis, et j'ai fait le test, à des étudiants, voilà, on va faire un glossaire ensemble, donc je vous ouvre l'espace. À la fin de l'année, j'avais 2 définitions dans le glossaire. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, les étudiants ne sont pas forcément habitués à travailler spontanément, hors cadre et hors récompense. L'an dernier, le même cours, je leur ai dit, voilà, on va faire un glossaire collaboratif. Donc, je leur ai fait le même laïus. Un glossaire collaboratif, c'est super, ça va vous permettre de réviser plus facilement. Et donc, l'an dernier, ça a bien marché. Ah, Internet est en panne. Effectivement, ce que je leur ai dit, voilà, je voudrais que chacun fasse au moins une définition. Il y aura un point dans la moyenne. Ah, je voulais vous montrer toutes les définitions que j'avais. Je vous montrerai tout à l'heure éventuellement. Donc effectivement, se pose la question du contexte d'apprentissage où on va avoir face à nous un public qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise « tu fais si tu veux, tu fais comme tu veux, de toute façon ça ne comptera pas. C'est pour toi que tu le fais, si tu as envie. » C'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Là, si je vous dis, voilà,
Prenez des notes pour tout le monde. Alors je peux pas, j'ai quitté Internet, on peut aller voir qui a pris des notes pour tout le monde et pourquoi. Et pour l'instant, c'est pas encore forcément quelque chose qu'on a tous intégré. Donc ça, c'était pour la différence entre coopératif et collaboratif. Et puis il y a quelque chose que je vais essayer d'aborder aussi, c'est la classe collaborative. Je l'ai considérée, dans ma manière d'appréhender aujourd'hui les choses, comme dans la classe, hors la classe, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la collaboration avec ses élèves, mais on peut aussi avoir de la collaboration entre nous. C'est-à-dire que si on demande à des enfants de savoir travailler